aujourd'hui une vidéo un peu particulière où je vais vous parler de différents profils de femmes que j'ai côtoyées, que j'ai aimées aussi follement et passionnément et qui m'ont mis dans la sauce. L'objectif c'est pas de dire à gros c'est à cause des femmes, c'est aussi évaluer leur comportement par rapport à ma situation de l'époque, tout en contextualisant, parce que si on ne contextualise pas, on fait une démarche intellectuelle de pignou. Okay. Donc, le premier type de femme qui m'a bien mis en sauce, c'était en 2002, je vais avoir 1 an et demi, j'étais amoureux d'une gonzesse. Bah, la gonzesse, c'était la star de l'époque. Tous les mecs étaient autour d'elle, tous les mecs étaient amoureux d'elle. Je vous déconseille ce genre de personne. La star d'un groupe, la star celle qui est demandée par tous. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans une compétition de la foire à la saucisse, comme on dit. Celui qui est la plus grosse, celui qui arrivera à mieux l'impressionner. C'est une compétition néfaste pour vous, une perte de temps, surtout quand vous êtes comme moi à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. C'est une catastrophe. Donc, next. Deuxième profil, je suis en résidence étudiante, je suis tombé amoureux de la cuisinière qui m'a mis un bon vent. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas sortir avec moi à cause de sa formation en informatique. Donc c'est le genre de fille mauvaise foi qui cherchera l'attention des hommes, parce qu'elle l'avait déjà fait avec un autre mec, et le mec avait eu des ennuis avec la direction de la résidence étudiante. Bref, donc c'est la faiseuse de problèmes. Celle-là aussi, fuyez-la. Parce que si vous avez des problèmes, elle va les multiplier par 10. Et elle va les multiplier par 10. Si, je dis bien, si vous n'en avez pas, vous allez en avoir. Toujours cette question-là. Qu'est-ce que, dans toute relation, que vous soyez amoureuse, amicale, vous devez vous poser des questions sociologiques. Quel feedback et qu'est-ce que j'en tire de ça? Si vous en tirez de la chiasse et des algues, messieurs, fuyez. Alors, j'ai fait une vidéo, mais c'est une histoire que j'ai vécue en 2012, où je vous racontais que j'étais amoureux d'une femme, on en parlait pendant des semaines, et que bon, il y a un truc, elle voulait être libre et indépendante. Bon, les personnes qui veulent être libres et indépendantes, fuyez. Ils ne sont pas psychologiquement, moralement et intellectuellement prêts à être dans une relation. Après, si vous êtes dans la même situation, vous pouvez y aller. Et si vous voulez construire quelque chose, fuyez, parce que ce sera ce sera de la merde, hein. Troisième profil, très intéressant. Quatrième profil, pardon, la Marie couche-toi là. En 2013, je suis sorti avec la grosse salope du village, celle qui se faisait niapper par tout le monde. Fuyez aussi. Enfin, ça dépend. Si vous voulez tremper biscuit, c'est bien. Même si, honnêtement, si vous êtes un homme de challenge, refusez-vous ça. C'est trop simple. C'est tirer sur une ambulance. C'est comme faire à la chasse et chasser dans un poulailler. Allez, machin, il est déjà en captivité. Ok? Si vous voulez une relation avec, fuyez aussi, parce que pour elle, les hommes, c'est de la merde. Et elle le sait très bien. Les hommes, c'est la traite comme de la merde. Ils manquent de respect. C'est un vrai homme, un vrai dans l'histoire, verrait une fille facile et l'aimerait et lui démontrerait que c'est par principe pas un chargeur multiprise. Mais ça, elle n'a pas l'habitude, elle tombe sur des connards qui abusent de sa souffrance, parce que souvent, les personnes qui se donnent autant aux autres ont un problème. Un manque de confiance en soi, quelque chose à rattraper, un syndrome d'hyper manquant, enfin bref. Fuyez, c'est tout ce que j'ai à dire. L'autre profil très intéressant, c'est celle qui a des addictions. Alors, il y a deux options pour vous. Soit vous avez les reins assez solides et vous l'accompagnez dans son processus pour qu'elle sorte de ses addictions, mais elle doit être volontaire. Soit vous n'avez pas les reins solides, ça va vous bouffer. Soit elle ne veut pas s'en sortir, et là, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas aider les gens contre eux-mêmes. Donc, pourquoi? On next. Et enfin, le dernier profil. Avant, je faisais des vidéos de 5 minutes, maintenant je fais des vidéos de 7. La limite, c'est 10 minutes, on s'en bat les couilles. De toute façon, ça marche bien en ce moment. Alors, la mère célibataire. Fuyez. Alors, qu'est-ce que la mère célibataire? C'est la personne qui a eu un enfant avec quelqu'un d'autre. Et malheureusement,
Bah, c'est chaud de faire un plan cul avec une mère célibataire parce que tu baises une maman quand même. Tu baises une femme qui est quand même très haut dans la respectabilité, quoi. Tu peux pas la prendre comme ça en doggy style sur une banquette arrière. C'est quand même la mère, elle a quand même donné vie. Donc il y a un certain respect à avoir. Et pour une relation, c'est chaud, quoi, parce que tu auras toujours l'ombre portée de son ex, du père de l'enfant. L'ombre portée, que ce soit de ce qui s'est passé en bien, en mal, en moins, en pas trop mal. Tu auras toutes les questions liées, et là j'ai pas peur de le dire, liées à ces problèmes à elle. Il y a un problème avec les enfants, ça va impacter votre relation. Il y a un problème avec son ex, ça va impacter votre relation. Donc là, même si vous avez des reins solides, je vous le déconseille fortement. Je l'ai fait, j'en suis actuellement encore dedans. Et je ne passe pas un jour sans me mordre les doigts jusqu'au coude. Donc voilà. Après, pour conclure, il faut toujours nuancer les propos. Il n'y a pas de profil de personnalité. Il y a juste des profils de personnes avec des risques potentiels. Et il y a toi. Comment tu te sens? Ah bah c'est clair, tu peux tomber sur la meilleure femme du monde. Si tu as des soucis dans ta tête, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Tu vas en chier quand même. Donc, le truc d'être important, très important, ça va être un petit peu de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et le contexte. Parce que si vous n'avez pas cette mauvaise analyse, vous allez vous embarquer dans une relation toxique qui va vous laisser sur les rotules. Alors, dans cette vidéo un peu essai, nous allons parler des élites africaines, mais de leur évolution d'un point de vue sociologique et anthropologique dans le temps. Bon, il y a déjà les élites précoloniales qui, elles, sont aujourd'hui dans le jeu un peu disqualifiées. Elles sont disqualifiées pour deux raisons. Une première, c'est qu'elles ont été mouillées dans les traites esclavagistes. Et donc beaucoup de chefs d'État africains de l'époque ont subi des révoltes à cause de ça, de gens qui se rebellaient contre les razzias. Notamment, on peut penser au roi du Dahomey qui s'est vu ni plus ni moins baisé par Porto Novo, parce que Porto Novo a préféré s'associer avec les Français que de se faire raser la gueule. Et ces élites-là ont été aussi décrédibilisées par la colonisation, surtout dans le milieu francophone où elles ont été littéralement supprimées, abolies. On a donné l'autorité, avec 40 000 guillemets, mais bon, voilà, on a mis des chefs locaux qui étaient acquis à la cause coloniale, qui étaient des occidentalistes. La première vraie génération d'élites africaines qu'on pourrait voir, c'est celle des indépendances. Alors, il y a deux profils. Il y a les non-occidentalistes. Ceux-là ne sont pas ceux qu'on fait le plus florès. Il leur arrive un petit truc qui est tout con, qui s'appelle une mort subite du chef d'État. Et là, pouf, t'es chef d'État, pouf, mort subite. Ah, c'est con ça. Mais la majorité sont, surtout dans le milieu francophone, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, sont francophiles, ont fait leurs études en France, ont souvent un passé militaire important ou ont été avocats. Voilà à peu près la sociologie. C'est soit des avocats qui ont donc été formés en France, soit des militaires qui ont notamment participé à toutes les campagnes entre 1944 et le début des années 50, on peut dire l'Indochine. Et donc voilà, ils ont été au pouvoir. Eux, ils restent liés à la France pour une simple et bonne raison, c'est que la France, c'est la France qui les a formés. Ils ont certes des défauts d'être un peu... Alors on va dire qu'ils n'étaient pas friendly comme on dit, les droits de l'homme et tout ça, mais ils restent quand même patriotes, ils restent quand même avec une certaine volonté. Et voilà. Les exemples typiques de ce genre de chef d'État, c'est des Youssef Ouani, c'est des Senghor, c'est des Nyirsimbe Yadema. Il y a une deuxième génération qui elle va arriver un peu plus tard, d'élite. C'est ces élites
qui arrivent après les indépendances, qui comprennent très bien la géopolitique et qui comprennent très bien que s'ils ne soutiennent pas le modèle capitaliste occidental, ils auront des soucis. C'est les chefs d'État au Burkina et au Niger avant les différentes révolutions. C'est des bongos. Omar Bongo est un pur produit, formé localement, cornaqué par la France et les services de Jacques Foccart. C'est des Aïdjo, même si lui il a été président dès l'indépendance, il fait quand même partie de cette deuxième génération, plutôt formé local, moins militaire, plus homme politique. Bon, eux aussi se torchent avec les droits de l'homme, eux aussi sont profondément occidentalistes. Et cette deuxième génération va enfanter une troisième génération qui est ni plus ni moins une deuxième génération de 10, qui sont les chefs d'État qu'on a actuellement. Eh oui, ils sont occidentalistes, mais de temps en temps quand même ils mettent le boubou. Ouais, mais de temps en temps ils parlent quand même d'Afrique. Hein. Ouattara, oui, il est pour une monnaie ouest-africaine. Bon, adossé à l'euro, c'est un putain d'occidentaliste, mais il est pour une monnaie ouest-africaine. Ouais, Macky Sall, il est musulman, il porte le boubou. Ouais. Bon, t'inquiète pas qu'il prend ses ordres à Paris. Qui eux ont à nouveau été formés en Europe, mais dans des formations spécifiques, économie, notamment l'économie. Des études en sciences politiques, des DEA en sciences politiques, enfin voilà. Tu vois un peu. Et là aussi, dans cette deuxième et troisième génération, on a eu des chefs d'État pur jus, sans pas africanistes, des tels de Thomas Sankara. Malheureusement, ça ne fait pas Flores. Ah oui, toujours ce principe de mort subite du chef d'État. Et là, on arrive sur une quatrième génération qui serait plus adossée à la société civile, moins occidentaliste, plus ouvert à la panafricanité, ce qui laisserait plus de place à des chefs d'État africanistes sans qu'ils aient le risque de se faire dessouder comme leurs ancêtres. Donc là, on est véritablement dans une recomposition du champ politique, dans une véritable recomposition des élites, de à quoi ils sont adossés. Avant, ils étaient adossés à une formation et une vision assez occidentaliste, maintenant plus adossés à une société civile. Après, à voir. De toute façon, toute la décennie qui reste, la fin de la décennie, va apporter des changements importants à la carte politique, et surtout à la coloration politique du continent.